Une des problématiques que rencontrent les investisseurs est de devoir déterminer le nombre d'actions dans lesquelles investir. Avoir trop peu de lignes dans son portefeuille engendre un risque puisque le portefeuille d'actions n'est pas assez diversifié et avoir trop de lignes dans un portefeuille d'actions prend beaucoup de temps à l'investisseur puisqu'il faudra constamment faire des ajustements. Il existe une troisième alternative, c'est de faire appel aux compétences d'un professionnel qui va investir pour l'investisseur son argent dans des actions. Cette stratégie est en général peu rentable puisqu'elle est en général chère en frais. Il existe une quatrième alternative et nous allons en parler dans cette vidéo. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais faire un petit rappel sur le fonctionnement des actions puisque je rencontre encore trop d'investisseurs qui investissent dans des actions sans réellement comprendre leur fonctionnement. Nous allons prendre un exemple totalement fictif de deux associés. On va les appeler Pierre et Bob. Et Pierre et Bob ont décidé de lancer un restaurant. Alors ils ont chacun apporté 50 000 € dans la société et ont dû faire appel à une banque pour faire un emprunt de 100 000 €. Donc ils ont donc au total 200 000 € de capital qui vont pouvoir investir pour lancer leur business. Ils vont notamment aller acheter un restaurant pour 100 000 €, ce sera leur premier investissement, investir 75 000 € dans du matériel et dépenser 25 000 € dans leur première commande. La première année, leur business fonctionne extrêmement bien. En fait, tellement bien qu'ils ont décidé l'année d'après d'ouvrir 100 restaurants en une année et d'en faire donc une chaîne de restaurants. Donc en faisant un calcul rapide, s'il leur a fallu 200 000 € pour ouvrir un restaurant, on va considérer qu'il leur faut 20 millions d'euros pour ouvrir 100 restaurants lors de la deuxième année. Alors vous comprenez que lorsqu'ils vont présenter ce projet à leur banque, leur banquier va être un petit peu réticent à leur donner 20 millions d'euros, même si la première année s'est très bien passée, tout simplement parce que ça va représenter un risque un petit peu trop gros pour la banque. Dans ces conditions, les investisseurs ne pourront plus compter uniquement sur la banque, mais devront faire appel à des investisseurs du monde entier pour financer leur projet. Il y a principalement deux types de financement. Le financement par la dette, et dans ce cas-là, on va parler d'obligations. Donc c'est tout simplement des bouts de dette qu'on peut acheter en échange d'un coupon, qui est la rémunération d'une obligation, et le remboursement du capital prêté à l'échéance de l'obligation. Donc ça, c'est la première partie et on va en parler dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va se focaliser uniquement dans les actions qui est la deuxième méthode de financement et les actions, ce n'est rien d'autre que des parts de propriété d'une entreprise. Alors comment ça fonctionne? Alors le premier élément très important, c'est qu'il faut bien distinguer le marché primaire du marché secondaire. Donc dans le marché primaire, l'entreprise va faire ce qu'on appelle une IPO ou Initial Public Offering, une introduction en bourse en français, dans laquelle elle va tout simplement créer de nouvelles actions et les vendre à des investisseurs. Donc dans notre cas, les deux associés recherchaient 20 millions d'euros pour financer leur projet. Admettons qu'ils décident de créer 200 000 nouvelles actions, que les investisseurs sont prêts à acheter 100 €. 100 € multiplié par 200 000, on retrouve bien nos 20 millions. Nos investisseurs vont donc pouvoir réaliser leur projet d'ouvrir 100 restaurants à la deuxième année. Donc dans le marché primaire, l'argent quitte la poche des investisseurs pour aller dans les comptes de la société. Mais ça ne se passe pas tout le temps comme ça. En fait, la plupart des investisseurs investissent sans même s'en rendre compte dans ce qu'on appelle le marché secondaire. Et dans un marché secondaire, l'argent de l'investisseur, au lieu d'aller dans les comptes de la société, iront dans la poche d'un autre vendeur qui possédait une action. On peut comparer ça au marché de l'occasion. On va illustrer ce concept de marché primaire, marché secondaire avec un exemple. Imaginez que vous souhaitez acquérir un vélo et vous allez chez Decathlon pour acheter votre vélo. Eh bien, vous êtes dans le marché primaire, le marché du neuf, puisque votre argent ira directement dans la poche de Decathlon, qui est l'entreprise. Donc, vous utilisez votre vélo pendant 5 ans, vous en êtes satisfait, mais au bout de 5 ans, vous souhaitez le revendre. Vous allez donc chercher un investisseur qui sera prêt à vous donner de l'argent pour récupérer le vélo.
Mais l'argent ira bien dans votre poche. Decathlon ne verra jamais la couleur de l'argent que vous avez récupéré puisque vous êtes dans un marché secondaire, le marché de l'occasion. Alors vous posez sûrement la question, ok, mais si j'investis de l'argent dans une action, à quoi ça sert à l'entreprise puisqu'elle ne voit même pas la couleur de mon argent, c'est pas elle qui va recevoir mon argent. Eh bien, faut savoir que l'entreprise a quand même un intérêt à garder un cours boursier haussier et si possible pas trop volatile. On va reprendre l'exemple de Pierre et Bob qui ont à la deuxième année ouvert 100 restaurants en France. Eh bien, imaginons qu'au bout de 5 ans, ils souhaitent ouvrir 1000 restaurants dans le monde entier. Ce nouveau projet, ils vont le présenter à leur banquier, qui évidemment ne voudra pas porter le risque tout seul. Donc ils vont peut-être devoir faire recours à de la dette ou ils vont peut-être émettre de nouvelles actions qui vont vendre aux investisseurs du monde entier. Et un investisseur qui investit dans des actions ou dans des obligations, forcément, il va jeter un œil dans le cours de la bourse. Si on a un cours de bourse qui se casse la figure parce que l'entreprise n'est pas forcément rentable, eh ben, l'investisseur sera plutôt réticent à prêter son argent à l'entreprise et l'entreprise aura du mal à réaliser ses futurs projets. Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le fonctionnement des actions, on va rentrer dans le vif du sujet et voir pourquoi c'est compliqué pour un investisseur de choisir individuellement les entreprises dans lesquelles investir. Alors, il existe beaucoup d'investisseurs qui se vantent de pouvoir prédire le cours d'une action en regardant les performances passées avec les bougies japonaises, en regardant des indicateurs techniques tels que le RSI, Ishimoku, les moyennes mobiles, etc. Alors ce que j'en pense de tout ça, c'est que certes, l'analyse des performances passées et l'analyse technique a son importance dans le process d'investissement, mais ça ne représente qu'une petite partie du process complet d'investissement. Imaginez un instant, vous êtes trader chez Goldman Sachs et le matin en arrivant au boulot, il y a votre boss qui vous dit « Bon ben ok, aujourd'hui c'est très important, on va regarder les moyennes mobiles d'Apple et si la moyenne mobile de 50 jours dépasse la moyenne mobile de 200 jours, on achète tous du Apple. » C'est vraiment pas sérieux et ça n'arrive pas dans le milieu professionnel parce que personne ne serait prêt à donner de l'argent à un trader qui investit uniquement en se basant sur des moyennes mobiles, ça n'a pas de sens. Les professionnels de l'investissement ont des process d'investissement bien définis qu'on appelle des process systématiques basés sur un système bien défini et c'est une des raisons pour lesquelles ils font de l'argent année après année. Avec une petite exception pour la Deutsche Bank, mais il faut toujours un mauvais élève. Et je vous invite notamment à aller consulter les rapports 10K, alors en anglais, en français c'est 10K, de par exemple Goldman Sachs ou d'autres professionnels de la finance, à part Deutsche Bank, pour voir que année après année, ces professionnels de la finance arrivent à faire de l'argent. Donc plus sérieusement, en plus de l'analyse technique, des performances passées, des bougies japonaises, les professionnels de la finance utilisent d'autres éléments tels que la macroéconomie, les valeurs intrinsèques des entreprises, le management de l'entreprise, la position du pays dans l'écosystème mondial, le positionnement d'une société par rapport à ses concurrentes. On peut notamment prendre l'exemple de Tesla qui a récemment publié ses résultats trimestriels. Si Tesla a augmenté de 20% en une nuit, c'est pas parce que la moyenne mobile de 50 est passée au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est tout simplement parce qu'il y avait une raison fondamentale derrière et cette raison fondamentale était que Tesla avait réalisé des bénéfices. Donc étudier la macroéconomie, calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise, s'intéresser au management de l'entreprise, c'est des éléments qui prennent beaucoup de temps et peuvent s'avérer très complexes. De plus, il ne faut pas oublier que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps qu'un investisseur peut rester solvable. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir raison, un investisseur a besoin d'avoir raison au bon moment, ce qui est relativement compliqué. Donc ce que j'aimerais faire, c'est vous parler d'une autre solution qui, elle, ne prend pas beaucoup de temps, qui a eu des performances historiques d'environ 10% annualisées et qui réduit les chances de se tromper lorsqu'on investit pendant de longues années. Cette solution, ça s'appelle les ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Je vais prendre la définition de l'AMF pour répondre à cette question. Un ETF, Exchange Traded Fund, également appelé Tracker, est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Les ETF sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion et agréés. Donc pour résumer, les ETF sont des produits financiers qui
s'échangent exactement comme des actions, c'est-à-dire d'un simple clic de souris, mais qui, au lieu de porter le risque sur une seule entreprise, sont diversifiés sur tout un marché entier qui est représenté en général par un indice. Donc des indices, il en existe vraiment beaucoup, je suis sûr que vous en connaissez déjà, notamment le CAC 40 qui représente les performances des 40 plus grosses entreprises françaises, ou le S&P 500 qui représente les performances des 500 plus grosses entreprises américaines, mais il en existe vraiment pour tous les marchés. Par exemple, on aura le MSCI Emerging Markets qui représente les performances des entreprises de pays émergents, ou le Bloomberg Barclay US Long Treasury Index qui représente les performances d'un panier d'obligations, donc de dettes. Donc les ETF partagent les mêmes avantages que les actions, mais en plus offrent une diversification bien plus facilement que si un investisseur devait investir directement dans des actions. Un autre élément à prendre en compte, c'est que c'est un moyen bien moins cher, bien moins onéreux d'investir dans des ETF que en fait donner son argent à un investisseur, à un professionnel de la finance qui va lui prendre des frais, et les frais au fur et à mesure des années pèsent beaucoup sur les performances d'un investissement. Donc attention, je ne suis pas du tout en train de dénigrer les personnes qui investissent en actions directes. Je connais d'ailleurs pas mal de personnes qui font beaucoup d'argent de cette façon. Mais simplement, si vous souhaitez vous lancer dans cette voie, il faudra être prêt à consacrer beaucoup de temps. Vous devrez d'abord passer beaucoup de temps à comprendre tous les mécanismes de la macroéconomie, calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise, s'intéresser au management d'une entreprise. Et une fois que vous aurez compris tous ces mécanismes, il faudra passer encore du temps à manager son portefeuille d'actions. Et croyez-moi, c'est pas simplement en analysant des moyennes mobiles que vous allez pouvoir investir efficacement. Pour conclure, si vous mettez de l'argent de côté tous les mois, si vous avez un fonds de sécurité qui vous permet de pallier à des pépins qui pourraient vous arriver dans votre vie, si vous ne voulez pas investir beaucoup de temps pour gérer votre argent, si vous n'êtes pas un professionnel de la finance, et le dernier, si vous êtes sûr de ne pas utiliser cet argent pendant un certain nombre d'années, eh bien les ETF, je pense, représentent la meilleure solution qui s'offre à vous. Donc pour en savoir plus sur les ETF et les stratégies d'investissement qu'on propose chez Le Patrimoine du Renard, je vous invite à télécharger le livre que j'ai co-rédigé avec Marvin, qui lui traite uniquement de la partie investissement immobilier. Tous les liens se trouvent en description. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.